Donc moi, ce que j'ai voulu analyser, ben évidemment, ce qui nous intéresse, c'est surtout les décès. Alors là, le CDC a donc une variable qu'il faut cocher, qui est variable décès, où on coche si le patient est décédé. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de décès où cette variable n'est pas cochée. Donc j'ai donc recalculé, et à l'aide du texte qui est reporté par le professionnel de santé ou le patient, pour vraiment avoir une idée de combien on en a. Alors, on n'en a pas énormément, hein, vous allez me dire, parce que 5544 sur à peu près les 398 000 lignes à peu près propres qu'il me reste pour l'analyse, ça fait que 1,4%. Et vous allez me dire, oui, c'est encore moins. Si on calculait sur les 160 millions de vaccinés, c'est vraiment dérisoire. Alors là, on en revient finalement à la méthode des essais cliniques, où quand on fait donc un rapport statistique qu'on soumet à la FDA, alors je rappelle donc que ce n'est pas le clinicien qui fait ces fameux rapports qui sont soumis à la FDA, c'est-à-dire que tous les tableaux, tous les tests statistiques, tout ça, c'est fait par des gens comme moi, des biostatisticiens, dont c'est le métier. C'est un métier extrêmement pointu, réglementé. Et le clinicien, lui, commente les tableaux qui lui sont fournis par le statisticien. Donc, en général, quand on a des événements qui sont classés comme étant sévères ou des décès dans l'essai clinique lui-même, ben, autant vous dire qu'il y a peu de chances quand même que le médicament soit mis un jour sur le marché. Et là, donc, le tour de force de ces vaccins, effectivement, c'est que théoriquement, si on avait laissé l'essai clinique se poursuivre plus longtemps, je pense qu'on aurait eu certains effets graves qu'on aurait vu apparaître et sûrement des décès, que du coup, on n'a pas de cette fameuse analyse intermédiaire. Et qu'on donc, le seul moyen de trouver ça, c'est donc d'aller dans ces bases de données pour voir un petit peu combien il y en a. Donc, sachant que là, si je pense, enfin, si on part de l'hypothèse qu'on a peut-être 10, 15, 20% des événements reportés, ça veut dire que j'en ai donc x 10, x 5 en vie réelle. Hein. Alors, dans ma façon de calculer, moi j'ai enlevé les morts fétales parce qu'il y en avait quand même un certain nombre. Et si on calcule les événements sérieux, sévères, on en trouve à peu près 34 000. Donc un événement sévère, c'est sérieux, pardon. C'est un événement où j'ai soit le décès, soit la menace vitale, soit le handicap. Enfin bon, c'est quelque chose qui du coup laisse des traces et où le patient va avoir du mal à s'en remettre, voire ne s'en remet pas du tout. Donc 34 000, c'est quand même pas anodin. Et si j'en ai que 10% de déclarés, c'est potentiellement, j'en ai 340 000. Alors, donc, je suis allée voir un petit peu hier combien j'avais de décès sur la page du VERS. Donc là, je n'ai pas récupéré la base, j'ai juste fait une petite requête, comme on peut le faire de façon assez simple. Et hier, j'en avais 12 700. Donc, ma base de données, moi, elle date du 23 juillet. Et donc, au 18 août, 12 700. Ça veut dire qu'en l'espace de 15 jours, ça a doublé. Alors, évidemment, on va nous dire que ces essais ne sont pas reliés, forcément reliés au produit. Donc, c'est bien toute la difficulté, c'est que aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir, parce qu'on n'a pas d'infos, et que cette information, même si dans les agences, eux font le lien, finalement, on ne nous la donne pas. Alors, c'est pour ça que j'ai calculé l'âge moyen des patients qui étaient concernés par le décès. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est plutôt le temps pour mourir, on va dire, enfin, le temps jusqu'au décès. Donc, ce qu'on voit, c'est que parmi les 5500 et quelques décès, j'en ai quand même 28% donc, qui surviennent dans les 3 premiers jours. J'en ai 41% dans les 7 premiers jours et 67% dans les 21 premiers jours. Donc, la proximité du décès, on va dire, avec la vaccination, ça pose quand même question. Parce que relié ou pas relié, il y a quand même un temps de décès qui est très proche de la vaccination.